Pentagon Papers est un grand film sur la naissance et le mouvement des idées. Y revenir permet de mettre à jour toute une série de motifs spielbergiens qui nous éclairent sur l'attention toute particulière que le cinéaste porte à la réflexion, à l'expression et à la prise de décision de ses protagonistes. De la fresque historique au récit de science-fiction, le cinéma de Spielberg est traversé par cette idée que la pensée peut être observée, captée, donnée à voir ou à ressentir. Essayons de comprendre comment le cinéaste représente ces idées en mouvement, ce bouillonnement intellectuel qui transforme les dialogues en scènes d'action et la routine des journalistes en un récit d'aventure palpitant. Pentagon Papers s'ouvre sur quelques images de la guerre du Vietnam, essentiellement nocturnes et interrompues comme un cauchemar dont l'Amérique s'apprête à se réveiller. La séquence rappelle l'ouverture de Lincoln, qui avait la même mission. Exposer aux spectateurs la violence d'un conflit qui entra à l'esprit des personnages lorsqu'ils seront confrontés à leur dilemme. Mettre un terme à la guerre ou abolir l'esclavage, can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war. Dénoncer les mensonges du gouvernement ou protéger l'héritage d'un journal. You knew we couldn't win over there for years and years and years, and yet you let so many of our friends send our boys off. La beauté des deux films est de dépasser cette contradiction, de montrer que l'on ne peut éradiquer la violence sans remporter la bataille des idées, qui fait l'histoire autant que les guerres décimant le peuple américain. Contrairement à des cinéastes qui pensent leurs personnages comme des toiles sur lesquelles projeter des abstractions, comme autrefois Stanley Kubrick ou aujourd'hui Christopher Nolan, c'est du personnage même que doit naître l'idée chez Spielberg. Cette démarche prend différentes formes. Pour commencer, on peut évoquer son intérêt pour les personnages qui ont une aptitude certaine et un goût prononcé pour les traits d'esprit, qui viennent souvent conclure la scène. Well, doesn't make much sense for a guy who hates the water to live on an island either. It's only an island if you look at it from the water. Dinosaurs eat man. Woman inherits the earth. Find out what Neil Sheehan is working on. Is that legal? Well, what is it you think we do here for a living, kid? Comme pour affirmer avec légèreté une idée plus profonde qui sous-tend le propos du film. Cette assurance, parfois désinvolte, s'accompagne évidemment d'un regard précis sur l'interaction des personnages avec leurs interlocuteurs. Let's do our jobs. À la façon dont ils s'écoutent et se regardent. Qu'ils soient attentifs, To risk her fortune and the company that's been her entire life, well, I think that's brave. ou plutôt distraits, comme le montrent les nombreuses séquences dans lesquelles le cinéaste filme le dialogue de sourds entre des personnages qui campent sur leurs positions respectives. Modest margins, modest ambitions. I think Mr. Bradley would take issue with that characterization. Sure, she pads his budget every year. Call my office. Ou la déconnexion entre les adultes immergés dans leur travail et les enfants qui débordent d'énergie et ramènent les héros de la grande histoire à la tranquillité du quotidien familial. I need a copy of that study, Kay. Par ailleurs, les personnages sont souvent associés à des objets plus ou moins triviaux qui accompagnent le processus de réflexion. Des objets que l'on manipule nerveusement ou à travers lesquels on ressasse des idées obsédantes ou des rêves déçus. Il arrive même parfois que les objets soient plus éloquents que les mots, et que leur apparition à l'écran prenne la place du dialogue. Ce détail s'inscrit aussi dans le rapport matérialiste que Spielberg entretient avec l'histoire. Pentagon Papers ne fait pas exception à cette idée persistante que le passé a besoin de matière et d'objets pour se réincarner à l'image. Et parfois, ces objets ont naturellement une charge symbolique. Ils portent en eux une idée qui les rend précieux aux yeux des personnages, quand ils ne permettent pas tout simplement de changer le cours de l'histoire. C'est bien sûr, exemple entre mille, la boîte qui renferme le rapport secret défense, déposé au hasard sur le bureau d'un rédacteur intimidé par la valeur de l'objet.
portés avec précaution comme le Graal de l'enquête sur les mensonges du gouvernement américain. Mais cette séquence nous amène surtout au cœur de cette analyse, puisqu'elle illustre parfaitement la faculté de Spielberg à filmer le mouvement d'une idée. En l'occurrence, c'est cette quête de vérité que constitue le journalisme d'investigation qui se matérialise dans cette boîte passant d'un bureau à l'autre et dont le parcours est filmé en plan séquence. Comme une bombe dont le spectateur anticipe l'explosion, cette simple boîte dont le contenu peut bouleverser le regard du monde sur la guerre du Vietnam devient un moteur de suspense et d'excitation. Dans le même esprit, Spielberg travaille aussi sa mise en scène pour exalter la dimension collective du travail de réflexion, en étirant les plans pour arpenter les couloirs de la rédaction, ou suivre dans un même mouvement la transmission des documents dont on partage l'étude. Il y a également ces plans larges qui rassemblent les rédacteurs autour d'un même centre d'attention, qu'il s'agisse du journal concurrent ou d'un poste de télévision. On réfléchit ensemble en partageant une même idée du journalisme. Mais l'idée peut aussi être un surgissement, traduit par une image ou un son qui répond à une question. You sure the third one's contained? Yes. Unless they figured out how to open doors. Are we on or off? Oui? Mahmoud Hamshari. Yes? Ou bien l'irruption d'un personnage qui interrompt le cours d'une pensée. The Golden Giants, they've got them all. What are you talking about? Barry Allen. The Flash. Ou encore par une réaction soudaine au dilemme qui divise le groupe. Un surgissement souvent accentué par le montage et la mise en scène, avec humour, ou de manière plus solennelle. I don't recall Edward Bates being any too certain about the legality of my proclamation. Ces apparitions s'accompagnent presque systématiquement d'un travelling avant qui nous rapproche du personnage, captant notre attention comme celle de ses interlocuteurs. Contrairement à David Fincher, autre cinéaste très attentif à la pensée et à la naissance des idées, Spielberg ne suit pas de près le mouvement du personnage et les moindres inflexions de son corps et de son visage, mais fait venir la caméra à lui. Car dans ces moments où la pensée se libère et s'exprime, il s'agit d'accéder à son intériorité. Et le mouvement de la caméra ne suit plus un geste physique, mais le déroulement progressif d'une pensée. Si Spielberg n'hésite pas à suivre les personnages lorsque la machine s'emballe, ce léger travelling sur le personnage qui pense ou exprime ses idées reste l'un de ses effets de signature les plus identifiables. Et ce motif s'intègre finalement à une grammaire cinématographique plus large, tout particulièrement dans le découpage qu'il fait des séquences de dialogue. Prenez cette scène d'Arrête-moi si tu peux, dans laquelle l'agent Carl Enrati du FBI est au téléphone avec Frank Abagnale, faussaire en fuite qui ne cesse de lui échapper. Les deux hommes commencent par s'échanger des banalités en espérant pouvoir garder le contrôle de la discussion. La caméra tourne autour des personnages comme les personnages tournent autour de leur sujet. I volunteered. So men with families could go home early. Looked like you were wearing a wedding ring out in Los Angeles. I thought maybe you had a family. Et puis, l'image se fige sur le visage de DiCaprio comme la pensée de son personnage dans l'impasse du dialogue et à la merci de son interlocuteur. You're gonna get caught. One way or another. It's a mathematical fact. It's like Vegas. The house always wins. En revanche, le travelling continue de nous rapprocher de Carl, en totale maîtrise de la conversation, jusqu'à un très gros plan sur sa bouche au moment d'achever Frank, incapable de nier sa solitude. Carl, I'm sorry, but I have to go. Ah, you didn't call just to apologize, did you? What do you mean? You have no one else to call. Mais Pentagon Papers offre peut-être la plus belle démonstration de ce mouvement d'idées Spielbergien, tout particulièrement dans une captivante conversation téléphonique entre Kay Graham, Ben Bradlee et les associés du journal. Le dilemme qui se pose est celui de la publication des fameux rapports du Pentagone, qui est à la fois un acte puissant et courageux pour les journalistes, et un risque financier et juridique inacceptable pour les associés.
Une fois le cadre posé et les interlocuteurs identifiés, voici comment Spielberg filme la scène. La caméra commence par s'éloigner des personnages prêts à battre en retraite et se fige face aux associés qui campent sur leur position en refusant de publier. Elle s'approche rapidement de Ben Bradlee en faveur de la publication et s'élève au-dessus de Kay en un mouvement circulaire qui épouse celui du dialogue étourdissant des autres personnages. On s'approche encore de Bradlee, puis arrive cette contre-plongée intimidante pour Parsons qui tente de faire pression, et la caméra finit par s'arrêter dans l'impasse du dialogue. C'est désormais à Kay de trancher, et après un dernier conseil de son ami le plus proche, qui lui suggère de ne pas publier, un ultime travelling avant suit le cours de sa pensée, son émancipation progressive des pressions extérieures. Et finalement, quelques mots s'échappent pour affirmer la victoire d'une idée, répétée par Bradlee tout au long du film comme un mantra. The only way to protect the right to publish is to publish. Let's go. Let's do it. Let's go. Let's publish. Cette chorégraphie des dialogues et des échanges de regards est présente à travers toute l'œuvre de Spielberg. Et comme la gestion de l'espace dans les grands films d'action, elle est à la fois invisible et essentielle à notre compréhension des enjeux de chaque scène. C'est la façon dont il observe le mouvement des idées sur lesquelles il bâtit son œuvre, celle d'un éternel idéaliste qui filme le monde comme ses personnages le pensent.